Salut tout le monde. Aujourd'hui une petite vidéo sur la malachite. Tout le monde connaît forcément la malachite. Alors, la petite vidéo va se baser sur deux points. Le premier point, c'est la malachite et les fausses malachites. Et le deuxième point, c'est la malachite et le rapport avec l'eau. Alors je sais déjà que là, ce que je viens de dire, il y en a déjà certains qui ont les poils qui se redressent et que je vais en faire criser certains. Mais oui, je vais parler de la malachite et son rapport avec de l'eau. Parce qu'il y a beaucoup de blabla et de pipeaux et de vieilles légendes urbaines qui sont totalement fausses autour de cette combinaison eau et malachite. J'en viendrai après. Je vais commencer la petite vidéo simplement pour faire la présentation de la malachite en général et on va la comparer avec la fausse malachite. Donc, malachite, Cu2, Cu3, CO, donc carbonate de cuivre. Mais dans la formule chimique, Cu3CO, entre guillemets, OH. Déjà le premier point qui a relation avec de l'eau, OH, hydroxyde. Bizarre qu'une pierre qui n'aime pas l'eau contient OH dans sa formule chimique. Alors, la malachite se forme par oxydation. C'est un carbonate de cuivre se formant dans des gîtes d'oxydation, de sulfure de cuivre. C'est-à-dire qu'on a l'élément natif, le cuivre, qui par le mélange eau et oxygène va s'oxyder. Grâce à cette eau chargée en oxyde de cuivre, en oxydation, en éléments chimiques du cuivre, s'infiltre dans les filons, etc. et va s'évaporer. S'évaporer grâce au carbone ou grâce à l'air ambiant, etc. Peu importe. Je schématise pour ne pas rentrer dans des détails trop complexes pour, je dirais, la personne standard, le moldu, le néophyte dans la litho. Mon eau s'évapore, mon cuivre se forme, il se dépose. Il se dépose un peu en forme stalactique. C'est pour ça que souvent sur les malachites, on voit tous ces côtés un peu mamelonnés, bothroïdales, etc. C'est simplement parce que ce sont des stalactites qui se forment. Et donc chaque fois que mon eau chargée en cuivre coule dans les filons et s'évapore, j'ai mon cuivre qui se dépose. On n'a jamais toujours les mêmes charges identiques de cuivre. Parfois il y en a un peu plus, parfois il y en a un peu moins. Et donc c'est ce qui donne justement ces couleurs alternatives, ces couches alternatives, où c'est chaque fois des charges différentes de cuivre. On va voir aussi parfois des tout petites pointes qui seront trop difficiles à montrer sur la vidéo, mais là on a une rangée avec toutes des petites pointes et ici aussi. En fait ce sont des petits éléments de pigmentation de cuivre qui ne sont pas entièrement dissous dans l'eau et qui se déposent un peu plus chargés en général que toute la partie majeure de ce cuivre. Maintenant, c'est une brève petite démonstration, explication. On trouve en général les pierres roulées. On a aussi la malachite en bloc brut. On la trouve aciculaire, ce qu'on appelle aciculaire. Et si on voit bien, on a ce côté velours un peu à l'intérieur. Je ne sais pas si vous voyez, mais on a ce côté velours. Et donc ce côté velours, on appelle ça aussi, comme c'est aciculaire, on appelle ça aussi de la malachite fibreuse. Voilà, ça se représente souvent un petit peu. Voilà. C'est simplement donc un dépôt d'oxyde de cuivre grâce à l'eau, où l'eau va s'évaporer. Maintenant, pour que cette masse reste comme ça, il faut garder de l'eau. Parce que si on la déshydrate, elle retombe en poudre, ce qu'on appelle du verre de gris, cette oxydation poudreuse. Donc sa formule chimique CuCO, je ne parle pas des nombres d'atomes, CuCO entre guillemets OH,
c'est un carbonate de cuivre anhydre. Elle ne contient plus véritablement une masse importante d'eau, mais elle est issue de l'eau et elle contient encore un certain nombre d'atomes d'eau pour pouvoir la maintenir en masse. Donc déjà là, première incohérence, comment ça se fait qu'elle n'aime pas l'eau si elle croît dans l'eau et qu'elle a besoin de l'eau pour se former? On en viendra après. Revenons-en maintenant à nos fausses malachites. Alors, pour imiter justement cette belle malachite, qui devient aussi assez rare, les gisements au Congo, très difficile d'en avoir dû aux guerres civiles, etc. Donc on va les chercher en Australie, en Russie. On connaît très bien que les Russes y négocient des prix à coups de marteau. Donc du coup, forcément, c'est un produit qui est de plus en plus cher, parce qu'il est aussi demandé en joaillerie, il est très prisé, et au plus que c'est demandé, au plus que ça devient rare, au plus que ça devient cher. Et donc il y a des petits malins qui ont trouvé le petit système de ce qu'on appelle communément les malachites en pâte fimo. Alors la pâte fimo, pour la personne qui s'y connaît un tout petit peu, c'est très facile à reconnaître. La pâte fimo, ou pour les Belges la plasticine ou la pâte à modeler, c'est tout simplement des feuilles de pâte à modeler de 3 couleurs qu'on va superposer, enrouler en petits boudins et couper pour faire des pieds roulés. Et alors on a cet effet là. Voilà. Alors quand on regarde bien ces malachites là, on va toujours avoir systématiquement 3 couleurs. Il n'y en a pas 4, c'est toujours 3 couleurs. Une claire, une moyenne, une foncée. Et toujours en alternance. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. C'est typique de la superposition de ces couches de pâte à modeler qu'on va un peu aplatir au rouleau de cuisine, de pâtissier, et puis voilà, on fait des petits cabochons, on fait des petits animaux, on fait des mini cabochons pour des bacs, on en fait des perles, on en fait des pierres roulées, etc., etc. Et donc effectivement, quand on va vérifier une pierre comme ceci et une pierre comme ceci, de loin on pourrait s'y méprendre. Donc du coup il faut bien observer, parce que là on va toujours avoir différentes zones aléatoires en fonction des charges de cuivre et du dépôt, que là on va toujours avoir systématiquement les 3 mêmes couleurs qui reviennent à chaque fois, systématique. Après, il y a des gens qui disent: ah oui, mais bon, tester avec une aiguille chaude. Alors de grâce, arrêtez. Et je vais être cash, arrêtez avec cette connerie. Parce que l'aiguille chaude, ça marche que pour du plastique. Du plastique souple et tendre. La pâte fimo, les faussaires, ils rajoutent de la néphéline. La néphéline, c'est un feldspath qu'on utilise dans la fabrication des céramiques. Donc on va prendre la poudre de néphéline qu'on va mélanger à la pâte fimo. Une fois que la pièce est formée, on va la cuire au four. Et donc c'est une cuisson comme de la céramique, ce qui rend cette pierre extrêmement dure. Dureté 6 à 6,5, comme la dureté de la néphéline après sa cuisson. Et donc du coup, mon aiguille chaude, elle ne pénétrera pas là-dedans. Je vais juste brûler mes doigts, mais elle ne pénétrera pas ici dedans. Et ça, vous pouvez essayer, ça ne marchera pas. Donc l'histoire de l'aiguille chaude, faites-le sur de l'ambre, faites-le sur du jet, sur du plastique, mais pas sur des pierres comme ceci. C'est beaucoup trop dur. Je ne la casse même pas, c'est trop dur. La malachite, elle a une dureté de 3,5 à 4, là on est sur du 6,5. Alors, comment est-ce qu'on teste tout ça? Si ça aurait été une véritable malachite, 3,5 à 4 de dureté, nous on a des petits bâtons, des petites griffes de dureté qui sont calibrées avec un chiffre. La pointe est bien aiguisée et chaque pointe a un calibrage de dureté. Et donc logiquement, ma malachite, dureté 3,5 à 4, si je prends par exemple ici ma griffe de 5, je ne sais pas si vous le voyez sur mon bâton, griffe de 5, je vais prendre ma malachite et je vais aller griffer ma pierre. Et je vais y aller, et je vais griffer ma pierre. Petit coup, j'ai aucune griffe. Tiens, bizarre, c'est pas de la malachite alors. Je griffe avec du 5, si c'était la malachite je devrais la griffer. Ben non, c'est plus dur que du 5, donc c'est pas de la malachite. Et ainsi de suite, je peux aller chercher avec mon bâton de 6, je fais toujours pas de griffe, hein,
Et donc après, je vais prendre mon bâton de 7. Hein, et là, j'ai des griffes. Donc je suis entre mon 6 et mon 7, donc 6,5. Donc néphéline, c'est la néphéline qui contrecarre ça. On dit aussi, oui, mais on peut faire le test du trait. La malachite, elle donne une trace verte. Alors là aussi, nous, on a des petites plaques en céramique. Sentez la néphéline, la céramique, ça vous vient maintenant? Donc là, j'ai une petite plaque de céramique. Et je vais prendre une véritable malachite. Je prends un petit morceau, hein, parce que bon, on abîme quand même des pierres. Et sur ma plaque, je vais aller griffer. Et je vois une trace verte. Donc, ça, véritable malachite. Mais alors, si je prends une pierre roulée en pâte fimo, et que je fais la même chose juste à côté, un petit peu moins, mais je ne sais pas si vous le voyez, j'ai aussi des traces vertes. Et donc du coup, ben, ils ont quand même trouvé un système pour rajouter des colorants qui vont laisser aussi une trace verte sur mon test du trait. Et donc du coup, on est de nouveau entre guillemets lésé. Donc reste encore un autre test, c'est le test de la densité. Et là forcément, ben, ma malachite qui va tourner sur une densité de 4, alors que ma pâte fimo, elle va tourner sur une densité de 2 plus ou moins. Et donc ça va être déterminant. Mais il y en a maintenant qui vont dire, oui mais non, pas d'eau pour la malachite. Pas d'eau pour la malachite. Vous vous souvenez de la formule chimique? CuCO OH. Elle se forme avec de l'eau. Si on la déshydrate, elle tombe en poudre parce que la malachite peut contenir jusqu'à 6-7% d'eau dans ses molécules, dans sa structure. Et donc, c'est faux qu'elle n'aime pas l'eau. Et là, je vais prendre simplement une malachite brute et je vais me la tremper dans de l'eau. On dit, oui, mais elle est hydrosoluble. Alors oui, la malachite est hydrosoluble dans de l'eau riche en CO2, pas dans de l'eau du robinet ou de l'eau distillée. Ce qui est mauvais pour la malachite, c'est de l'eau du robinet, tout simplement parce que dans l'eau de robinet, il y a du chlore, il y a du calcaire, il y a d'autres produits d'assainissement d'eau, etc., qui pourraient laisser des dépôts ou des traces sur la malachite. Mais ce n'est pas qu'elle n'aime pas l'eau. Il faut savoir que toutes les malachites qui sont taillées, les pierres roulées, les formes, les cabochons, ils sont tous coupés avec des machines à eau, taillés avec des machines à eau et de l'huile. Donc c'est faux qu'elle n'aime pas l'eau. Je ressors là ma pierre de mon gobelet d'eau, elle ne s'est pas décolorée, bien au contraire, j'ai enlevé les petites poussières et je vois maintenant bien toutes mes vagues, toutes mes lignes. Et si maintenant je vais la poncer avec de l'eau, ben je vais avoir une magnifique pierre comme ceci. C'est tout. La malachite, elle peut être purifiée, rincée, nettoyée dans de l'eau. Éviter de l'eau trop calcaireuse parce qu'on va avoir un dépôt blanchâtre qui va se déposer quand l'eau s'évapore. Le calcaire se recristallise et on va avoir des traces blanches. Il faut savoir qu'en général, les pierres roulées, ils sont tous huilés, voire enrobés. C'est pas, d'une part, c'est pour la protéger de la transpiration, des contacts sur la peau, pour éviter qu'elle déteint trop sur la peau avec le vert des gris, comme on a parfois avec des bijoux en cuivre où on a des traces noirâtres ou vert des gris. Donc ça, c'est une raison pourquoi on va la stabiliser et l'huiler, pour qu'elle garde aussi un beau lustrant, qu'on va l'huiler ou l'enrober, mais c'est surtout aussi pour éviter que la pierre se déshydrate et tomberait donc du coup en poudre, en miettes, comme on dit chez nous en Belgique. Et donc, voilà un petit peu ce problème de ma malachite n'aime pas l'eau, etc. C'est archi faux. Vous pouvez la rincer à l'eau. Mais non, encore une fois, je me répète, je ne la laisserai pas tremper toute une nuit dans un bol d'eau fort calcaireuse, parce qu'effectivement, en séchant, elle pourrait tout simplement blanchir par le calcaire. Et donc du coup, c'est un petit peu dommage. Mais une fois la rincée dans l'eau, il n'y a aucun problème.
tous les lapidaires utilisent de l'eau pour la travailler. Elle ne tombe pas en miettes, elle n'est pas soluble, elle n'est pas hydrosoluble. Elle est hydrosoluble, oui, avec du HCl, donc des acides chlorhydriques, pas avec de l'eau. Ça, c'est totalement faux. Voilà, maintenant après, vous faites votre expérience, comme vous voulez, chez vous. Vous faites le test, vous prenez une simple malachite, vous la coussez en deux, vous la tapez dans un gobelet, vous la laissez une semaine dans le gobelet, 2 semaines, 3 semaines, vous la sortez, vous verrez le résultat et on dira ah bah ouais, le liquide avait quand même raison. Donc voilà. Et d'ailleurs c'est ce que je vais faire. J'ai pris un petit gobelet avec de l'eau du robinet. On a effectivement de l'eau assez calcaireuse chez nous, mais c'est pas grave, c'est pour le test. Je mets ma petite pierre dedans et je vais la laisser comme cela. Et on se revoit d'ici peu pour voir le résultat, si ma pierre a été effectivement hydrosoluble, qu'elle est fondue ou qu'elle s'est déteinte, décolorée ou quoi que ce soit. Donc on verra ça un peu plus tard. Petite dernière parenthèse sur la malachite. Faites attention avec les cordons. On a constaté qu'il y a beaucoup de malachite azurite qui se vend sur le marché en perles. Alors, on a fait quelques tests chez nous en labo, parce que oui, tout ce qui est test, on fait chez nous, spectrométrie, microscope, etc. Il n'y a que le test chimique qu'on sous-traite avec un labo. C'est des jeunes étudiants en chimie et donc on fait ça là-bas parce que ça nous coûtera forcément moins cher aussi de le faire en labo, et pour les jeunes ça leur donne des éléments de travail. Mais par contre on a fait des petits tests et au fait ces cordons de cette teinte là qui sont en couleur vert et bleu, faites attention, observez bien les perles bleues parce que c'est pas de l'azurite, c'est tout simplement du lapis lazuli de médiocre qualité qui a été teinté. Donc du lapis lazuli très blanc, très calcaireux qui a été teinté. L'azurite ne contient pas de pyrite. Et dans ces perles-là, on a nos petites paillettes de pyrite. Donc c'est du lapis lazuli qui est teinté. Tout simplement. Même les vertes, on voit parfois des petites taches de pyrite. Donc c'est du lapis lazuli très, très pâle, très blanc, de médiocre qualité qui a été teinté. Donc nous du coup, quand on a découvert la supercherie, on a mis notre stock sur notre site à 0. On ne les vend plus parce que je ne veux pas vendre de l'azurite malachite quand c'est du lapis lazuli teinté. Donc c'était juste pour vous mettre en alerte. Attention quand vous achetez chez d'autres fournisseurs que chez nous, vous n'êtes pas obligé d'acheter que chez nous. Mais voilà, nous on a fait le test. C'est des tests pour vous, pour votre information. Faites attention. Observez quand vous avez vos petites perles, si vous voyez des taches dorées dedans, c'est du lapis lazuli qu'on va vendre sous l'appellation azurite ou azurite malachite. Donc voilà, petite parenthèse d'attention pour vous. Nous du coup, on ne commercialise plus cette gamme de produits là, parce que voilà, encore une fois du faux. Ce qu'on va continuer après, c'est forcément ceci, azurite malachite. Brut, là il n'y a pas de supercherie possible. Donc voilà, mais en perles nous les avons sortis de notre gamme. Désolé pour les clients, mais voilà, je préfère être honnête et direct et de le dire franchement et de vous mettre en alerte pour vous aussi. Voilà, donc je dirais on se redonne rendez-vous bientôt pour voir un peu si ma malachite, mon Dieu, aurait complètement été dissoute dans mon eau, de voir le faciès qu'elle aura, le voir un petit peu la couleur qu'elle aura. Donc je dirais patientons un petit 2 semaines et on verra dans 2 semaines ce que ma malachite va nous révéler comme secret. En attendant, merci de m'avoir suivi. Faites des petits tests chez vous, observez, n'hésitez pas à poser vos questions sur notre groupe. Vous trouverez aussi tous ces fiches justement sur ces traitements sur notre groupe dans les albums. Donc voilà, si vous ne trouvez pas, vous me demandez. Si vous voulez plus d'infos, on est là pour. Voilà, à très bientôt. Ciao, ciao.